Il y a environ 20 ans, ma femme et moi avons pris une décision importante. Nous avions besoin de plus d'espace pour notre famille qui grandissait. Après des semaines de recherche, nous avons trouvé une maison mise en vente, pile dans notre budget. Nous avons entrepris toutes les démarches, les papiers administratifs, les visites, la signature finale, et enfin, nous y avons emménagé. À nos yeux, cette maison représentait la perfection. Elle semblait taillée sur mesure pour nous quatre. Ma femme, moi et nos deux enfants, Lily et Max. Eux étaient absolument ravis. Ils adoraient leur nouvelle chambre, lumineuse et spacieuse, et passaient déjà des heures dans le jardin à courir et à rire. Le terrain possédait même une piscine extérieure scintillante, promesse d'été heureux. Et surtout, la maison était orientée plein ouest. Chaque soir, nous pouvions nous installer dehors pour admirer le soleil couchant qui embrasait l'horizon. Le voisinage semblait idyllique, calme, silencieux, peuplé de gens souriants qui nous saluaient chaleureusement lorsqu'ils passaient devant chez nous alors que je tondais la pelouse. Tout respirait la tranquillité. Nous avions l'impression d'avoir trouvé notre petit coin de paradis, un lieu à l'abri du danger, un havre où rien de mauvais ne pourrait nous atteindre. Nous étions heureux, vraiment heureux. Dans nos cœurs, nous pensions sincèrement avoir découvert notre maison pour toujours. Les semaines s'écoulèrent paisiblement. Les enfants jouaient des heures entières dans la cour. Ma femme, Emma, s'appropriait avec joie la nouvelle cuisine. Et moi, je savourais la taille impressionnante du garage, un véritable rêve pour bricoler. L'atmosphère respirait la sécurité, une sérénité telle que rien ne semblait pouvoir troubler ce bonheur fragile. Mais une nuit, tout bascula. La maison était plongée dans l'obscurité. Les enfants dormaient paisiblement. Emma lisait au lit, et moi, j'allais fermer la porte d'entrée avant d'aller me coucher. C'est à ce moment précis que je perçus un bruit sourd, un choc mat venant de l'extérieur. On aurait dit qu'un objet lourd venait de heurter la porte. Je retins mon souffle, tendis l'oreille. Une minute passa, puis une autre. Rien. Alors je me convainquis qu'il s'agissait probablement d'un bruit lointain. Peut-être le coffre d'une voiture claqué dans la nuit. Je traversai la maison pour verrouiller la porte arrière. Mais c'est là que le sol sembla vibrer sous des pas lourds. Des pas qui s'approchaient. Ils résonnaient, lents mais implacables. Mon cœur s'accéléra. Avant même que je puisse réagir, la porte devant moi s'ouvrit violemment dans un fracas assourdissant. Je fus projeté en arrière. Dans la pénombre, 4 silhouettes surgirent à l'intérieur, comme des ombres sorties de l'enfer. Elles portaient des vêtements sombres, leurs visages dissimulés sous des masques. Chacune tenait une lampe torche et un sac, et l'un d'eux brandissait une arme contondante, semblable à un pied de biche. Mes jambes fléchirent, mais je ne pouvais pas fuir. J'avais un rôle, protéger ma famille. Aussitôt qu'ils m'aperçurent, ils se précipitèrent sur moi. Ils étaient grands, massifs, leurs épaules larges, leurs gestes sûrs. Ils me repoussèrent brutalement dans le salon. Emma apparut en haut de l'escalier, blême, tremblante, et derrière elle, Lily et Max, réveillés par le tumulte, se précipitèrent dans ses bras. J'aurais voulu hurler, leur dire de courir, de se cacher, mais aucun son ne sortit de ma gorge. C'était comme dans un cauchemar. Les hommes ordonnèrent à ma femme et à mes enfants de descendre. Puis ils nous poussèrent tous sur le canapé, leurs torches braquées sur nos visages, des faisceaux blancs et aveuglants qui nous privaient de toute vision. C'était calculé, cruel. L'un d'eux s'avança, le plus grand. Son masque noir percé de trous pour les yeux et la bouche donnait une allure monstrueuse à son visage invisible.
Il se pencha si près que je sentis son souffle fétide sur ma peau. Ses yeux s'enfoncèrent dans les miens comme des lames. Un autre, plus petit, portait un masque rouge. Il arpentait la pièce, nerveux, faisant les 100 pas. Brusquement, il renversa une lampe d'un coup de pied. Le bruit sec de la porcelaine brisée fit éclater en sanglots Lily, et Emma la serra contre elle. Le colosse m'attrapa par la chemise et me força à me relever. La lumière de sa torche m'éblouissait. Mes yeux plissés tentaient vainement de distinguer ses traits. Les trois autres nous encerclaient, tels des loups affamés encerclant leur proie. Ils ne voulaient pas seulement effrayer. Ils cherchaient quelque chose, un objet bien précis. Mais quoi? Je n'avais que peu de biens, juste assez d'argent pour commencer cette nouvelle vie. Cela ne semblait pas les décourager. Ils fouillaient avec rage, vidant les tiroirs, jetant les livres au sol, fracassant la vaisselle. L'un d'eux, reconnaissable à son masque verdâtre, saisit un cadre photo. Nous, en vacances à la mer. Il fixa longuement la photo, puis leva les yeux vers moi. Sa tête penchée exprimait un doute étrange, presque de la confusion. Le géant m'empoigna de nouveau, plus violemment. Je trébuchai. Emma hurla. Max s'agrippa à elle de toutes ses forces, enfouissant son visage contre son flanc. Mon instinct me criait de me battre, de repousser ces intrus, mais ils étaient trop nombreux, trop puissants. Ils me traînèrent jusqu'à la cuisine. Je fus projeté contre le plan de travail. Une douleur fulgurante irradia ma cage thoracique. Emma et les enfants furent forcés de s'asseoir par terre, prisonniers. Lily sanglotait, Max ouvrait de grands yeux ronds, incapable de comprendre. Moi non plus, à vrai dire. Mais je savais une chose, je devais rester fort. Les intrus ouvraient les placards, sortant casseroles et assiettes. Ce n'était pas l'argent qu'ils cherchaient, pas de bijoux non plus. Ils voulaient autre chose. Mais quoi? Je n'en avais pas la moindre idée. Soudain, le plus petit attrapa un couteau de cuisine. La lame, longue et acérée, refléta la lumière crue. Emma poussa un cri étouffé. J'eus la nausée. La vision de ce couteau brandi si près de son visage me paralysa. Mes mains tremblaient, mes jambes se dérobaient. Le grand me saisit encore, son masque effleurant ma joue, son souffle rapide et haletant bourdonnant dans mon oreille. Ils exigeaient quelque chose de caché, mais je ne savais pas quoi. Nous n'avions ni or, ni trésor, ni secret. La maison était neuve pour nous. Tout ce que nous possédions se trouvait déjà investi dans ces murs. Je me torturais l'esprit. Avions-nous trouvé un objet étrange lors de l'emménagement? Une cachette laissée par les anciens propriétaires? Non, rien d'autre que de vieilles boîtes, des pots de peinture, quelques meubles usés. Je le leur dis, désespéré, mais mes paroles se perdirent. Ils ne me croyaient pas. L'homme au masque vert, toujours avec la photo dans la main, semblait troublé. Il la montra au colosse, insista. Les deux se rapprochèrent, échangeant des mots bas. Je n'entendis pas, mais je vis leurs gestes. Puis soudain, le verdict tomba. Ce n'est pas ici. Le géant secoua la tête, réticent. Mais le ver insista. Il prit un autre cadre, celui de notre arrivée dans la maison. Ses épaules s'affaissèrent, et il laissa tomber la photo. Un silence tendu suivit. Puis lentement, les quatre hommes reculèrent. Le colosse desserra sa poigne. Je m'écroulai à genoux. Le couteau fut abaissé. Ils échangèrent un dernier regard. Et sans un mot, ils tournèrent les talons, quittant la maison comme ils étaient entrés, brusquement, mais sans hâte. Le silence retomba, brisé seulement par les sanglots de Lily et ma respiration lourde. Emma se jeta vers moi. Nous serrâmes les enfants contre nous.
tremblants. Je les inspectais fébrilement. Pas de blessures, pas de sang. Nous étions sains et saufs, juste terrorisés. J'appelais la police. Les gyrophares bleus illuminèrent bientôt nos fenêtres. Les agents fouillèrent la maison, le jardin, la rue. Ils trouvèrent seulement des empreintes de pas dans la boue. Les hommes avaient disparu. Les policiers prirent nos dépositions, notèrent chaque détail. Leur hypothèse, une erreur. Ces cambrioleurs cherchaient autre chose, peut-être cachée par les anciens propriétaires. Mais pas nous. Nous n'étions pas leur cible. Personne ne fut arrêté. Nous avons réparé la lampe cassée, rangé le désordre. Mais la maison n'était plus jamais redevenue ce havre de paix. Emma ne chantonnait plus en préparant le dîner. Les enfants n'osaient plus jouer dehors. Chaque soir, nous verrouillions les portes, vérifions les fenêtres, et la lumière restait allumée jusqu'à l'aube. Quant à moi, je gardais désormais une arme dans ma table de chevet, juste au cas où. Le quartier demeura calme, et plus jamais rien de tel n'arriva. Mais dans nos cœurs, la certitude s'était effondrée. Ce n'était plus le paradis, ce n'était plus notre refuge. C'était juste une maison hantée par le souvenir d'une nuit d'horreur. Je n'arrivais pas à chasser cette peur. Chaque soir, mes yeux revenaient sans cesse vers les fenêtres, les portes verrouillées, et surtout cette allée sombre devant la maison. Je voulais protéger ma famille, retrouver cette impression de sécurité que j'avais échoué à préserver la première fois. Mais au fond de moi, je savais déjà la vérité. Rien ne serait plus jamais comme avant. Le paradis était brisé, il ne restait plus que les souvenirs et cette peur interminable. Je m'appelle Adam, je viens de Leeds, au Royaume-Uni. Il y a quelques années, mes parents, ma sœur et moi avons déménagé dans une nouvelle maison, pas très loin de l'ancienne. C'était une petite maison mitoyenne, située dans une rue tranquille bordée de jardins bien entretenus et éclairée par de vieux lampadaires à l'allure nostalgique. Les voisins étaient agréables, du moins d'un côté. Certains vinrent même nous souhaiter la bienvenue avec un gâteau et une tasse de thé. Mais la famille qui vivait dans la maison accolée à la nôtre était différente, très différente. Jamais un sourire, jamais un signe de la main. Quand ils nous croisaient, ils détournaient la tête ou bien restaient figés derrière leurs fenêtres, à nous observer d'un regard froid, presque glacial. Ma mère disait de ne pas y prêter attention. Mon père expliquait que certaines personnes étaient simplement comme ça. Nous décidâmes donc de faire comme si de rien n'était, d'ignorer leurs manières étranges et de nous installer paisiblement. Les premières semaines passèrent normalement. J'allais toujours à la même école, je jouais au football dans notre nouveau jardin, j'aidais mes parents à déballer les cartons. Des amis et des membres de la famille vinrent visiter la maison. Tous posaient inévitablement la même question. « Et vos voisins ?» Ma mère répondait qu'ils étaient discrets. Mon père, lui, lâchait un vague. J'ai déjà rencontré plus aimables. C'était clair, ce n'étaient pas des voisins accueillants. Point. Parfois, je me demandais à voix haute pourquoi ils nous rejetaient ainsi. Mais mes parents éludaient. « Laisse-les tranquilles, Adam. Espérons qu'ils nous laisseront tranquilles aussi. » Mais vivre à côté d'eux allait bientôt devenir un vrai danger. Un soir, j'étais dans ma chambre en train de jouer à FIFA. Soudain, des bruits vinrent de dehors. Des portières de voitures claquaient, des pas rapides sur le gravier et des voix basses. Inquiet, je me levai pour jeter un œil par la fenêtre. Dans l'allée des voisins, je distinguais des ombres, des silhouettes encapuchonnées, glissant dans la nuit. Impossible de voir leur visage. Quelques secondes plus tard, elles montèrent précipitamment dans une voiture et disparurent en trombe. Je me rassurai en me disant qu'il s'agissait sûrement de simples visiteurs tardifs.
Je retournais à mon jeu, mais laissais la fenêtre entr'ouverte. Ce détail, je m'en souviens encore aujourd'hui, comme si le destin m'avait forcé à le faire. À peine 2 minutes plus tard, une odeur âcre me saisit, puis des cris éclatèrent. Je me précipitai à la fenêtre. Des flammes dévoraient la porte d'entrée des voisins. Le feu jaillissait dehors, embrasant leur allée dans une lumière orange aveuglante. La fumée montait déjà haut dans le ciel nocturne. Je saisis mon téléphone et composai le 999. Mon père, m'entendant appeler les pompiers, accourut. Il n'eut qu'un regard pour comprendre et hurla que nous devions tous sortir immédiatement. Nous dévalâmes les escaliers, pieds nus ou en chaussettes, emportant seulement le strict nécessaire. Dans la rue, les habitants s'étaient rassemblés. Le quartier entier observait en silence, sidéré par l'incendie. Les voisins ciblés n'étaient pas là, leur voiture avait disparu. Mais le choc restait immense. Quelqu'un avait volontairement mis le feu à leur maison. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent et les pompiers surgirent. Casqués, équipés, ils jaillirent de leurs camions et aspergèrent les flammes jusqu'à les dompter. Quand le feu s'éteignit enfin, la foule applaudit. Mais la maison voisine n'était plus qu'une carcasse noircie, une plaie béante. Les pompiers vérifièrent aussi chez nous. Pas de propagation, pas de danger, mais l'odeur de brûlé s'accrochait partout, rendant impossible l'oubli. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Le lendemain, la police passa pour interroger les habitants. Et très vite, la rumeur courut. Ce n'était pas un accident, c'était un incendie criminel. Pour la première fois, j'entendis ce mot, arson, et ce ne serait pas la dernière. Quelques jours plus tard, une autre nouvelle tomba. Une maison, à l'autre bout de la ville, avait brûlé dans des conditions presque identiques. Les enquêteurs pensaient que les deux incendies étaient liés. Beaucoup parlaient de représailles. Le fait que nos voisins n'étaient pas présents ce soir-là semblait confirmer qu'ils savaient quelque chose. Peut-être savaient-ils qu'ils étaient visés. Peut-être connaissaient-ils les coupables. Cela expliquait sans doute leur froideur, leur distance. Ils savaient qu'ils étaient en danger, et par conséquent, que nous l'étions aussi. Après leur départ définitif, car oui, un camion de déménagement vint bientôt les emporter loin d'ici, le quartier retrouva peu à peu son calme. Mais la maison incendiée resta vide, éventrée, des mois durant. L'herbe monta, sauvage, devant le panneau « À vendre ». Chaque fois que je passais devant, un frisson me parcourait, parce que je savais qu'en cette nuit de flamme, le feu aurait pu s'étendre à notre maison. Et alors, l'histoire aurait eu une fin bien plus tragique. Histoire 3. Le placard. Il y a de très nombreuses années, alors que notre fils venait à peine de quitter ses couches, moi et sa mère avons emménagé dans un joli duplex en banlieue. La rue était calme, les voisins chaleureux. Certains vinrent même nous aider à déballer nos cartons. Un seul manquait à l'appel, l'homme qui vivait dans la maison attenante. On apprit vite qu'il s'agissait d'un vieil homme veuf, diminué, qui sortait rarement. Nous lui pardonnâmes volontiers son absence. Notre fils, Luc, adorait son nouveau cadre de vie, le grand jardin, la piscine, sa chambre spacieuse. Mais un détail l'inquiétait, le vieux placard aux portes coulissantes en bois. Dès le premier jour, il semblait méfiant, presque apeuré. Au départ, il demandait à ce qu'on laisse le placard ouvert pour vérifier qu'aucun monstre ne s'y cachait. Mais bientôt, il insista pour qu'on le ferme, affirmant que quelqu'un s'y trouvait, à l'intérieur, et l'observait dès qu'il était seul. Je crus d'abord à une imagination d'enfant, excité par la nouveauté de la maison. Pour le rassurer, j'instaurai un rituel.
Chaque soir avant de l'endormir, j'ouvrais le placard, remuais un peu ses vêtements, lui montrais que tout était vide. Puis je refermais les portes, le bordais, et restais parfois assis à lire jusqu'à ce qu'il s'endorme. Cela marchait pour lui. Il dormait profondément. Mais moi, ce malaise persistant me rongeait. L'intuition de Luc paraissait trop instinctive, trop authentique. Sa mère disait que je me faisais des idées. Pourtant, chaque soir, je vérifiais le placard. Pour lui, ou plutôt pour moi. 2 ou 3 mois passèrent. Un jour, décidé à faire un grand ménage dans sa chambre, je dépoussiérai tout. Tapis, fenêtres, dessous de lit. Puis je m'attaquai au placard. Et là, je remarquai quelque chose d'étrange. Un petit tas de sueur contre le mur du fond. À peine quelques centimètres. Intrigué, je poussai les vêtements de Luc. Et dans la pénombre, je vis très nettement un trou dans le mur de la taille d'une pièce de monnaie. Il n'y avait pas de lumière qui filtrait à travers, mais le trou était bien là, béant, impossible à ignorer. Mon cœur se mit à battre à toute allure, comme si j'avais couru un marathon. Un mélange de dégoût et de rage monta en moi, brûlant, incontrôlable. Le trou semblait traverser tout le mur. Alors j'attrapai une lampe torche et je braquai le faisceau à l'intérieur. Ce que je découvris me glaça le sang. De l'autre côté, il y avait comme une couverture, une sorte de cache qui permettait de dissimuler l'ouverture quand elle n'était pas utilisée. Mais il suffisait de la déplacer pour avoir une vue directe sur la chambre de mon fils. Ce mur, c'était celui que nous partagions avec la maison du voisin. Ce veuf âgé, cet homme solitaire et effacé qui vivait juste derrière. L'image me traversa l'esprit. Lui, à genoux, repoussant le cache et observant mon petit Luc dormir dans son lit. Mes mains se mirent à trembler. Luc n'avait pas inventé ses peurs. Quelqu'un l'avait vraiment observé. Je restais figé devant ce trou, la tête bourdonnante, envahi par des pensées qui s'entrechoquaient. Nous voyions rarement ce veuf, seulement une silhouette fugitive derrière ses rideaux. Mais l'idée qu'il puisse guetter mon enfant me donnait envie de vomir et me remplissait d'une fureur noire. Je voulais hurler, défoncer sa porte, le confronter, lui demander des explications, puis me venger. Mais je me stoppais. Je savais comment ça se terminerait. Mal, très mal. Je ne pourrais pas me contrôler et je finirais en prison. Alors je pris une décision. Je ne voulais pas qu'il sache que j'étais au courant. Je voulais trouver une manière de le prendre sur le fait, peut-être avec une caméra, afin d'avoir une preuve irréfutable. Je descendis dans le garage, saisis de la pâte à bois et un couteau de vitrier. En quelques minutes, je bouchai le trou, le lissai, remis les vêtements de Luc devant et balayai la sueur. Extérieurement, le placard paraissait normal. Mais à l'intérieur de moi, rien ne l'était plus. Quel genre de monstre perce un trou pour espionner un enfant? Chaque fois que j'y pensais, mes poings se serraient de rage. La colère me consumait, au point que seule une discussion avec la mère de Luc parvint à me calmer un peu. Le soir venu, je fis notre rituel habituel. Luc n'avait aucune idée de ce que j'avais découvert, et jamais je ne voulais lui en parler. À quoi bon l'effrayer encore plus? Je refermais le placard, le bordais, et restais à le regarder s'endormir. Lui, il respirait profondément, paisiblement. Mais moi, j'avais l'impression de sentir des yeux derrière le mur, d'imaginer le veuf penché, fulminant, en découvrant que le trou était bouché. Je savais qu'il recommencerait. Ceux qui osent faire ça ne s'arrêtent pas après une seule fois. Alors je me mis à inspecter le placard aussi en journée, ouvrant les portes brusquement, tendant l'oreille, scrutant le mur, mais rien, pas de bruit, pas de mouvement.
Seulement ce silence tendu qui me rongeait les nerfs. L'angoisse me dévorait. Je dormais mal. Chaque soir, je verrouillais les fenêtres, les portes. Officiellement, c'était pour protéger Luc. Mais la vérité, j'étais terrifié moi aussi. La mère de Luc partageait ma peur. Elle était furieuse, écœurée, mais lucide. Si cet homme avait été capable de percer un trou, il pouvait être capable de bien pire. Un affrontement direct aurait pu dégénérer. Nous avons installé des caméras de surveillance. Chères, lourdes, bien plus compliquées que les sonnettes modernes. J'espérais capturer une preuve, mais jamais rien. Sa maison restait plongée dans le noir, ses rideaux toujours tirés. Parfois, j'avais envie d'appeler la police, juste pour signaler mes soupçons. Mais sans preuve, sans trou à montrer, on me prendrait pour un voisin paranoïaque, s'acharnant sur un vieillard fragile. Alors je me suis tu. Je commençais à dormir avec une batte de baseball à portée de main. Je me disais que c'était pour la défense. Mais dans mon cœur, je savais que j'étais prêt à l'utiliser pour l'attaque. Si j'entendais un bruit dans la chambre de Luc, je n'hésiterais pas. Cette pensée me faisait peur. La haine me transformait. J'en venais presque à espérer l'entendre, juste pour pouvoir me déchaîner sur lui. Et cette excitation malsaine m'effrayait autant que le trou lui-même. Avec le temps, il ne se passa rien. Pas de nouveau trou, pas de bruit suspect. Luc ne parla plus d'être observé. Lentement, la routine fit effet. Mais chaque soir, je passais encore ma main sur le mur, là où le trou avait été, pour vérifier, toujours vérifier. Puis un jour, un camion de déménagement s'arrêta devant chez lui. Pas de mot d'adieu, pas d'explication. Peu après, nous apprîmes qu'il était mort. Et aussi horrible que cela soit de l'avouer, je ressentis du soulagement. Le trou était bouché, et celui qui l'avait percé n'existait plus. Mais le fait que cela ait eu lieu, qu'un esprit malade ait pu envisager d'espionner un enfant de cette façon, c'est une horreur que je n'arriverai jamais à accepter. Histoire 4. La nouvelle maison. Il y a quelques années, ma femme et moi avons accueilli notre premier enfant. À l'époque, nous vivions encore dans un petit appartement d'une chambre. Cela suffisait pour un jeune couple sans enfant. Mais avec un bébé, nous savions qu'il fallait plus grand. Alors nous nous sommes mis à chercher. Après des semaines d'annonces, nous avons trouvé une maison dans un quartier assez réputé de notre ville. Pour des raisons de sécurité personnelle, je tairai son nom. Mais il faut savoir que ces habitations avaient été construites près d'un siècle plus tôt par des ouvriers migrants celtes. Des bâtisses solides, fiables, réputées abordables, et donc très prisées. Quand nous avons vu qu'une de ces maisons était disponible, nous avons sauté sur l'occasion. Une visite, un dépôt de garantie, et 6 semaines plus tard, nous emménagions. Ce fut pour nous un vrai cap, un moment symbolique. Les voisins étaient chaleureux, accueillants, et hormis de temps en temps un bus de touristes curieux, le quartier restait calme, presque idyllique. Mais à peine installé, une mauvaise nouvelle tomba. Les propriétaires annonçaient une forte augmentation de loyer. Nous étions désemparés. Encore novices, nous ne savions pas comment réagir. Mais alors que l'angoisse montait, un syndicat de locataires se saisit de l'affaire et mena une enquête. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. Les propriétaires reculaient. L'augmentation serait limitée à 3% par an, au lieu des 12% annoncés. Un immense soulagement. Nous avions l'impression d'avoir gagné une bataille. Ni ma femme ni moi n'avions la moindre idée de ce que le syndicat des locataires avait découvert. Nous pensions simplement qu'ils avaient mis la main sur une clause obscure de règlement municipal empêchant une telle hausse de loyer. Mais la vérité,
Rien n'aurait pu nous y préparer. La période avait été stressante. Alors, je ne fus pas surpris de commencer à faire des rêves récurrents, étranges, obsédants. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était leur intensité. Ils étaient si réels, si précis, que j'avais parfois du mal à distinguer le réveil du sommeil. Le rêve commençait toujours de la même façon. Je revenais d'une course banale, une épicerie, un passage chez le coiffeur, et j'arrivais dans notre rue. Mais à chaque fois, notre maison n'était plus la même. Là où toutes les autres demeures affichaient les briques rouges habituelles, les encadrements bruns, la nôtre était devenue intégralement noire. Un noir de poussière de charbon, profond, froid, qui engloutissait tout. Toit, briques, fenêtres, portes d'entrée. Même les vitres semblaient peintes de cette obscurité mate et glaciale. Les voisins m'observaient derrière leurs rideaux ou depuis leur seuil, muets, immobiles. Je m'approchais malgré tout, la clé tremblante entre mes doigts. Je tournais la serrure, franchissais le seuil, et aussitôt, le rêve s'interrompait. Je me réveillais en sursaut, le souffle court. J'en parlais à ma femme. Elle me dit que c'était sûrement le stress du déménagement, que mon esprit me jouait des tours. J'essayais d'améliorer mon hygiène de vie, mieux manger, faire du sport, arrêter l'alcool. Mais les rêves revinrent, encore et encore, moins fréquents, mais toujours aussi marquants. Je n'avais jamais eu de rêves récurrents auparavant. Leur répétition me hantait, me poussant même à envisager d'aller consulter un médecin. Pourtant, je continuais à vivre normalement. Je travaillais de la maison en tant que responsable d'un service client pour une grande chaîne d'électronique. Presque tout se faisait par ordinateur et téléphone. Cela me convenait parfaitement. Je pouvais passer de longues heures confortablement installé et surtout, je restais auprès de ma fille pendant que ma femme, infirmière, enchaînait ses gardes interminables. Un après-midi, j'étais assis dans le salon, ma fille devant ses dessins animés. J'avais préparé un grand gobelet de café glacé que j'avais posé sur la table basse. Elle se mit à rire aux éclats, donna un coup de pied dans le meuble et le café entier se renversa. Presque un litre s'étala sur le parquet. Je me précipitai chercher du papier absorbant. Mais lorsque je revins, je remarquai quelque chose de bizarre. La flaque se rassemblait toujours au même endroit, en un cercle irrégulier. Je comprenais vite. Les lames de parquet formaient une légère dépression, un creux invisible avant que nous ne déplacions le tapis pour redécorer. Craignant que cela abîme le plancher et que le dépôt de garantie soit compromis, nous appelâmes aussitôt le propriétaire. Un artisan vint inspecter. Il glissa une caméra miniature sous les lames et confirma nos craintes. Plusieurs soutiens en bois étaient tout pourris, affaissés, juste à cet endroit. Le sol s'enfonçait comme un puits. On nous recommanda de quitter la maison une semaine. 3 ou 4 jours de travaux, puis une inspection finale, et nous pourrions revenir avec notre fille dans une maison saine et sûre. Nous nous installâmes donc dans un petit hôtel sans charme. Mais 3 jours plus tard, un voisin m'appela. La police était devant chez nous. Pas une simple patrouille. Une unité médico-légale en combinaison blanche. Je me précipitai sur place. Mais les agents m'empêchèrent d'entrer. Ils prirent mon numéro, promettant de me rappeler. Pendant des jours, nous restâmes dans l'ignorance. Une semaine passa. Enfin, les propriétaires nous contactèrent. Les travaux étaient terminés. Mais avant de remettre un pied chez nous, j'exigeais des explications. Une représentante m'attendit. Le plancher était flambant neuf, parfaitement lissé. Elle m'assura que les fondations avaient été refaites. Puis, autour d'une tasse de thé, elle m'exposa la vérité. Elle me tendit d'abord une offre,
Un gel du loyer pour 3 ans, à condition que nous gardions le silence jusqu'à notre départ définitif. Ensuite, elle produisit les rapports de 2 ingénieurs assermentés. La maison était désormais totalement sûre. Mais moi, je voulais savoir ce qui se trouvait sous notre plancher. Et là, elle me raconta. Il y a presque 100 ans, une famille avait emménagé ici. Ils eurent un enfant. Mais cet enfant naquit différent, atteint d'un mal étrange, handicap sévère qui l'empêchait de marcher, de parler, de se développer comme les autres. La petite ne vécut pas assez longtemps pour connaître ses 10 ans. Les parents, pour des raisons inconnues, pauvreté, honte, ou peut-être pire encore, ne l'enterrèrent pas au cimetière. Ils choisirent de dissimuler son corps, sous leur propre maison. Pendant près d'un siècle, elle était restée là, sous nos pieds. La police avait exhumé les restes, clos l'enquête et autorisé les rénovations. Mais le mal était fait. Cette maison n'était plus qu'un tombeau. Je rentrais à l'hôtel, bouleversé. Je racontais tout à ma femme. Nous avions encore le choix, repartir, tout recommencer ailleurs. Mais la fatigue, l'argent dépensé, la difficulté du déménagement, tout cela pesa. Et finalement, nous décidâmes de rester. Nous signâmes les papiers. Le lendemain, nous étions de retour dans cette maison. Et, étrangement, les rêves cessèrent. Plus jamais je ne revis cette maison noire comme le charbon dans mes songes. Mais au fond de moi, je savais que les fondations, sous nos pas, gardaient à jamais la trace d'un secret funèbre. La partie la plus effrayante de ces rêves récurrents, c'est qu'au fond de moi, je restais quelqu'un de rationnel. Je me considérais comme un homme cartésien, attaché aux faits, aux preuves, à la science. Pourtant, je ne pouvais pas nier ce que j'avais vécu chaque nuit. Et si ces cauchemars n'étaient pas seulement le fruit de mon imagination? Avant les rénovations, il y avait sous nos pieds un tombeau clandestin, une sépulture illégale. Qui pouvait dire ce qui remontait de là? Des spores, des moisissures, des émanations de pourriture centenaire. Peut-être que ces particules invisibles empoisonnaient notre esprit, corrompaient nos songes, troublaient nos pensées, à moi, à ma femme, à notre fille. Après les rénovations, les rêves changèrent. Ils revinrent parfois, mais différents. Je rentrais dans notre rue comme d'habitude, et la maison apparaissait normale, identique à toutes les autres. Pas de murs noirs, pas de regard indiscret depuis les fenêtres. J'entrais, et le rêve s'arrêtait aussitôt. Je me réveillais léger, reposé, comme si un poids avait été levé de ma poitrine. Et les années passèrent ainsi, comme si rien ne s'était jamais produit. Jusqu'au jour où nous décidâmes d'agrandir notre espace de vie. Nous avons quitté cette maison marquée par l'histoire pour une autre, un peu plus loin, avec 3 chambres, de quoi voir grandir notre famille. Ma fille, encore jeune, n'a jamais su ce que l'on avait trouvé sous ce plancher. Elle ne se souvient même pas de la semaine d'hôtel, ni de l'agitation autour de la maison. Peut-être qu'un jour, je lui raconterai. Peut-être même que je lui montrerai ce récit, si jamais il venait à être partagé. J'espère seulement que cela rendra l'histoire plus supportable pour elle. Mais quand j'emploie ce mot, espérer, je sais qu'il porte ici tout le poids du doute et de l'angoisse. Histoire 5, le bunker. Je m'appelle Terry et ce que je vais raconter s'est produit en 1994, quand ma femme Angie et moi avons acheté notre première vraie maison familiale. Nous étions jeunes, enthousiastes, avec 2 enfants pleins de vie. La maison se trouvait dans une petite ville tranquille du Texas. Elle était ancienne mais magnifique, avec de grandes baies vitrées, un vaste jardin presque aussi large qu'un terrain de football, et des arbres vénérables qui jetaient leurs ombres épaisses sur la pelouse.
Ce jardin nous promettait des après-midi heureux, des souvenirs précieux. Nous nous étions dit que nous l'explorerions de fond en comble, mais d'autres priorités avaient pris le dessus. Nous avions seulement vérifié qu'aucun serpent à sonnette ne rôdait dans les hautes herbes, et cela nous suffisait pour laisser nos enfants courir en toute liberté. Sarah Jane avait 10 ans, Jack en avait 8. Ils s'approprièrent immédiatement l'espace, courant, riant, se cachant entre les arbres. Jusqu'au jour où ils firent une découverte qui allait changer à jamais notre rapport à cette maison. Un après-midi, ils déboulèrent dans le salon, excités, essoufflés, les yeux brillants. Ils prétendaient avoir trouvé un trésor enterré au fond du jardin. Je les suivis, amusé, sans inquiétude. Là, derrière un massif que le jardinier avait récemment taillé, gisait une lourde porte métallique, en partie enfouie dans la terre. La rouille la rongeait et un cadenas massif la scellait. Les enfants suppliaient qu'on l'ouvre. Jack imaginait déjà un coffre rempli d'or de pirates. Je souris et leur expliquai que les pirates modernes préféraient les comptes en banque aux coffres enterrés. Mais moi aussi je voulais savoir. À l'aide d'une pince coupante, je brisai le cadenas. La porte grinça, lourde, dévoilant un escalier de béton plongeant dans les entrailles de la terre. Une haleine humide et putride s'en échappa, glaciale. Je fis promettre aux enfants de rester en arrière, de ne jamais descendre seuls. J'allai chercher une lampe torche et pénétrer dans l'obscurité. En bas, une petite pièce se révéla, austère, étouffante. Les murs de béton suintaient, le plafond bas accentuait la claustrophobie. Dans un coin, un lit de fer surmonté d'un matelas souillé. Contre le mur, un évier rouillé et, tout proche, un vieux WC fixé à la même canalisation. J'ouvris le robinet, un jet d'eau glacée jaillit. Le lieu, malgré son apparence abandonnée, était encore alimenté. Au plafond, une ampoule solitaire pendait au bout d'une chaîne. Quand je la tirai, la lumière vacilla, révélant alors des traces sur les murs, des griffures, profondes, irrégulières, comme si des mains nues avaient tenté de s'arracher à cet endroit. Un frisson me parcourut l'échine. Ce n'était pas un abri, pas seulement, c'était une cellule. Je sortis précipitamment, refermai la porte et déclarai l'endroit interdit aux enfants. Pour les convaincre, je parlais de monstres et d'animaux sauvages. Mieux valait qu'ils aient peur que de nourrir leur curiosité. Le soir, Angie et moi en discutâmes longuement. Nous savions ce que nous devions faire, prévenir la police, car ce lieu n'était pas une relique innocente de la guerre froide. Il respirait la souffrance et le secret. Le lendemain, 2 shérifs vinrent inspecter. Ils prirent des notes, posèrent des questions, vérifièrent les canalisations encore actives. Puis l'un d'eux fit une découverte que j'avais manquée. Une chaîne fixée au sol près du lit. Usée, rouillée, mais solide. Mon sang se glaça. L'un des officiers, livide, lâcha l'évidence. Ce bunker avait servi à retenir quelqu'un, et probablement contre sa volonté. Ils nous rassurèrent, nous n'étions pas en tort. Nous avions bien fait d'appeler, mais ils nous ordonnèrent de garder la porte close le temps de leur enquête. Ce jour-là, j'achetai un cadenas flambant neuf et scellai l'entrée. Jack me lança un regard frustré, persuadé que nous lui cachions un trésor. Mais moi, je savais la vérité. Et cette vérité empoisonna notre quotidien. Le jardin, autrefois promesse de joie, devint une terre maudite. Chaque fois que j'y mettais le pied, mon esprit me ramenait à cette pièce sombre, à ces griffures désespérées. Qui avait vécu là? Qui avait souffert là? Et surtout, pourquoi? Quelques jours plus tard, les shérifs revinrent.
mais leur visage disait déjà tout avant même qu'ils ne parlent. Ils n'avaient pas les réponses que nous espérions. Ils nous expliquèrent qu'aucun dossier, aucune archive ne mentionnait ce bunker. Pas une ligne dans les documents officiels de la propriété. Les anciens propriétaires, désormais installés loin, en Oklahoma, jurèrent n'avoir jamais su qu'il existait. Quant à ceux qui avaient peut-être fait construire cet endroit, ils étaient morts depuis longtemps. Il n'y avait personne à interroger, personne pour lever le voile sur ce mystère. Le département du shérif ne put conclure qu'à une chose. Ils ignoraient qui avait bâti ce lieu et quand. Et surtout, malgré les griffures, la chaîne, l'atmosphère de cellules, aucune preuve formelle de crime, pas de plainte, pas de victime identifiée, rien qui permette d'engager des poursuites. Alors ils nous dirent de garder la porte verrouillée. Si nous le voulions, nous pouvions même faire couler du béton, effacer jusqu'à la trace de cette ouverture, y planter du gazon, des fleurs, n'importe quoi. Je les remerciais poliment. Mais au fond, tout cela me semblait vain. Comme si on avait simplement apposé un couvercle sur une horreur qu'on ne voulait pas nommer. Le bunker resta donc fermé, comme un secret noir que nous gardions enfoui dans notre propre jardin. Chaque semaine, je vérifiais le cadenas, religieusement. Je ne voulais pas que quelqu'un ou quelque chose puisse descendre là-dedans, et surtout pas mes enfants. Les années passèrent. Sarah Jane et Jack grandirent, mais je voyais parfois dans le regard de mon fils une lueur de curiosité obstinée. Quand il jouait dans le jardin, il jetait de temps à autre un coup d'œil vers l'endroit des buissons qui dissimulaient la porte. Il ne disait rien, mais je savais. Dans son esprit, le bunker vivait toujours, comme une tache indélébile qu'on ne pouvait effacer. Nous essayâmes, Angie et moi, de préserver une normalité. Nous organisions des barbecues, des matchs de football improvisés, nous rions, nous chantions. La maison se remplissait de souvenirs heureux, mais sous cette surface, comme une cicatrice invisible, le bunker restait là. Toujours. Puis les enfants quittèrent la maison. Sarah Jane partit à l'université. Jack trouva un travail dans une autre ville. Le silence envahit notre demeure trop grande, et je crus presque respirer mieux en les sachant loin de cette chose. Angie et moi restâmes, seuls, et chaque fois que je traversais le jardin, mes pas évitaient machinalement ce coin d'ombre, là où le passé dormait sous terre. Jusqu'à cette nuit. Je m'éveillais vers 1 heure du matin, l'esprit embrumé, simplement pour aller aux toilettes. Mais lorsque je refermais le robinet, un son me glaça le sang, un frottement, un grincement grave, métallique, venu de l'extérieur, comme du fer raclant la pierre. Je me figeai, puis je descendis lentement, chaque marche résonnant comme un écho dans ma poitrine. J'attrapai mon pistolet, équipé d'une lampe torche, celui que j'avais acheté justement pour nous protéger, et j'ouvris la porte sur le froid nocturne. Dehors, l'air était coupant. Le jardin semblait englouti dans une obscurité épaisse. J'avançai prudemment, l'herbe humide crissant sous mes pas. En repoussant les buissons, je braquai ma lumière sur la porte du bunker. Le cadenas était encore là. Mais la terre tout autour avait été remuée, labourée comme par des mains pressées, avides. Quelqu'un avait creusé. Je voulus croire à un raton laveur, un animal fouisseur. Mais rien, au fond de moi, ne s'y résignait. Une autre pensée s'imposa, terrible. Et si c'était Jack, revenu en cachette, poussé par cette curiosité dévorante? Non, c'était insensé. Plus insensé encore, mais je n'arrivais pas à chasser cette idée. Et si c'était celui qui avait jadis été enfermé là-dessous? Le grincement résonnait encore dans ma tête bien après qu'il se fût tu.
Et cette nuit-là, je compris que ce bunker ne cesserait jamais de hanter notre vie,